Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Mon nom est Adam Hurley et je suis très heureux de vous retrouver. La situation en Europe reste très préoccupante et le monde observe avec incrédulité le développement des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'impact économique de ces tensions. En effet, la Russie est le premier fournisseur de pétrole et de gaz pour l'Union européenne qui importe de Russie 30% de ses besoins en pétrole et 40% de ses besoins en gaz naturel, des importations qui sont acheminées par gazoduc à travers le territoire ukrainien. Par ailleurs, un tiers des importations asiatiques de pétrole proviennent de Russie. La Chine à elle seule est le plus grand consommateur d'énergie en provenance de Russie. Notre discussion aujourd'hui se focalisera sur l'impact des sanctions économiques qui pourraient être prises contre la Russie et sur les alternatives d'approvisionnement au gaz russe pour l'Europe, l'Asie et d'autres consommateurs, dont le Royaume du Maroc. Dans le cadre de cette émission, nous verrons dans quelle mesure les prix de l'énergie risquent encore de flamber et quel impact cela aura sur nos économies. Nous verrons aussi comment assurer l'approvisionnement énergétique de nos partenaires à court et à long terme. Pour faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un fidèle de l'émission. Il s'agit de Norman Röhl, expert en politique énergétique et qui est un vétéran de la CIA qui l'a servi pendant 34 ans. À ce titre, il a dirigé un grand nombre de programmes liés à l'Iran et au Moyen-Orient, notamment en tant que chef du département des affaires iraniennes. Norman, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. La discussion d'aujourd'hui ne portera donc pas sur le Moyen-Orient comme nous en avons l'habitude avec vous. Mais avant d'entamer le débat, on commence tout d'abord avec notre chroniqueur George Landreth. George, lors d'un épisode précédent, nous avons déjà abordé cette thématique pour savoir si les États-Unis étaient prêts à entrer en conflit avec la Russie au sujet de l'Ukraine. Alors, sur cette question, qu'est-ce qui a changé depuis? As usual, Adam, your question is both insightful and perceptive. I think that Americans Adam, vos questions sont toujours profondes et précises. Je pense que les Américains considèrent ces tensions comme un problème majeur, mais ce n'est pas un problème pour lequel ils pensent qu'il vaut la peine d'envoyer des troupes. En fait, le chancelier allemand a déclaré que les sanctions occidentales seraient immédiates en cas d'invasion russe. Quant à l'avenir de Nord Stream 2, le gazoduc controversé construit pour acheminer sur le territoire allemand du gaz russe en contournant l'Ukraine, le chancelier allemand a assuré à un groupe de sénateurs américains que son pays renoncerait à ce gazoduc si la Russie envahissait l'Ukraine. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut s'incliner devant la Russie, c'est l'Allemagne, en raison de sa dépendance du gaz, au gaz naturel importé de Russie, mais le fait que l'Allemagne ne veuille pas s'incliner devant la Russie est une bonne chose pour ceux qui aspirent à la paix. George, permettez-moi de vous interrompre. En fait, les chances du président Biden d'être réélu ne dépendent pas de la politique étrangère des États-Unis, mais plutôt de la situation économique qui se redresse doucement compte tenu de la croissance du PIB et de l'évolution du marché du travail, sans parler bien sûr de l'évolution sur le front sanitaire de la lutte contre la COVID-19. Mais des sanctions contre la Russie pourraient aussi avoir des effets désastreux sur l'économie mondiale. À cet égard, nous interrogerons un peu plus tard notre invité Norman Röhl. En attendant, George, je voudrais que vous nous éclairiez sur le dilemme politique auquel Joe Biden est aujourd'hui confronté. Comment peut-il trancher entre, d'une part, une position ferme contre la Russie pour la forcer à respecter le droit international et d'autre part, la nécessité de veiller à relancer l'économie américaine? Well, you're right. Often politics pits two things that you want against each other, and you're trying to figure out which one you want more.
Vous avez raison, Adam, la politique implique souvent un conflit entre deux choses que vous désirez et au final, il vous faut en choisir une et renoncer à l'autre. Vous avez raison de dire que l'économie américaine reste l'enjeu majeur pour Biden, que ce soit aux élections de mi-mandat de cette année ou aux élections présidentielles de 2024. La politique étrangère des États-Unis peut jouer un rôle, mais en règle générale, les Américains élisent leur président sur la base de l'économie et non sur les efforts consentis par le département d'État américain. Je pense que l'impact à court terme des sanctions pourrait nuire à tout le monde. Oui, elles nuiront davantage à la Russie, mais toutes les parties prenantes seront affectées. Je pense également que la Russie essaie de reconstruire l'ancien empire de l'Union soviétique et cela ne serait pas bon pour l'économie mondiale. Oui, tout à fait. Un peu de douleur aujourd'hui nous épargnera certainement demain de plus grandes souffrances. Je vous remercie, George, et je me tourne à présent vers notre invité, Norman Rule. Norman, vous disposez d'une expérience pratique dans le domaine du renseignement et il est certain que la nature de ce service vous a permis de développer la capacité de toujours envisager plusieurs options. Il est probable que vous êtes toujours en contact aujourd'hui avec ceux qui ont la charge de la responsabilité. Alors, si vous occupiez toujours votre poste au sein du gouvernement, quel plan B ou C envisageriez-vous pour les États-Unis et l'Europe? Que tout décideur doit d'abord répondre à la question suivante. Comment bien réagir sans porter atteinte à nous, à nos amis, à nos alliés et à nos partenaires? Cela constitue en soi le moyen de répondre aux agressions russes. En fait, il est nécessaire d'analyser les objectifs plus larges de la Russie, des objectifs qui influencent la manière dont la communauté internationale se comporte, réaffirment le contrôle sur le voisinage géographique et entravent l'influence américaine dans la région. Alors, comment bien gérer cela et comment mettre fin aux agressions de la Russie? Lorsque nous parlons des sanctions occidentales contre la Russie, cela est souvent lié à des questions énergétiques qui sont des questions très importantes. Mais comme nous en avons discuté avant, l'énergie joue un rôle majeur dans la production industrielle et il existe un excellent exemple qui reflète l'impact du gaz sur l'industrie de l'aluminium. Au cours des derniers mois, un certain nombre de grandes entreprises productrices d'aluminium ont fermé leurs portes, du Monténégro à la Norvège en passant par l'Espagne, car le coût du gaz a atteint un niveau qui ne rend plus la production rentable. Le gaz constitue 30% du coût de production de l'aluminium. Le gaz est disponible, mais économiquement pour eux, ce n'est plus rentable. And China are all aluminum importers. Right. So we've got to think Le coût du gaz n'est plus abordable. Les États-Unis, l'Europe et la Chine importent tous de l'aluminium. Alors nous devons donc penser à des sanctions qui ne nous conduiront pas à l'inflation, car tout produit contenant de l'aluminium deviendra plus cher dans les mois à venir. Il faut aussi penser à ce que la Russie produit et exporte, et cela doit être pris en compte. L'agriculture, par exemple, constitue une grande partie de l'économie russe. Au cours des 15 dernières années, la Russie a fait un plus grand effort pour améliorer ses capacités à produire de l'orge, du blé et du maïs. Et c'est là que réside la faiblesse, car de nombreux pays dépendent de la Russie en tant que fournisseurs majeurs de cultures telles que l'Égypte, la Turquie, la Corée du Sud et le Bangladesh. Si nous supposons que la capacité de la Russie à exporter du blé sera suspendue, vous devez vous demander si les États-Unis, la France et l'Australie peuvent produire suffisamment de blé pour répondre aux besoins légitimes de ces pays à un prix qu'ils peuvent payer. Il s'agit d'une équation très difficile. C'est ainsi que les décideurs se retrouvent dans une situation où ils ne veulent pas nuire aux autres. Que puis-je faire pour causer le plus de dommages à l'économie russe? Il y a les semi-conducteurs, la technologie de pointe, la capacité d'accéder à certaines industries américaines et le rôle potentiel de la loi Magnitsky dont les États-Unis ont discuté avec l'Australie et la Grande-Bretagne. Ce sont des domaines qui pourraient être envisagés et qui, espérons-le, aboutiront à une discussion entre le président Poutine et ses principaux conseillers pour déterminer si le prix qu'il est prêt à payer correspond ou non à ce que la Russie devra payer à long terme. Permettez-moi d'insister sur ce point. Ce que vous voulez dire, c'est que les sanctions sont un outil et que cet outil doit être précis.
Pour faire une analogie, si vous voulez couper une partie du corps, vous devez utiliser le scalpel et non la faucille, sinon le corps mourra. Et donc, si les États-Unis imposent des sanctions trop importantes à la Russie, celles-ci pourraient se retourner contre leurs auteurs. Pour être efficace, il faudrait donc viser la tête et sanctionner ceux qui donnent les ordres. C'est bien cela. Cette direction doit montrer sa vision. Et ces sanctions doivent être suffisamment spécifiques pour atteindre leur objectif avec précision. Alors concrètement, que faut-il faire? Well, as I mentioned, you have the Magnitsky Act, which would sanction both the assets of a number of individuals, and according to public reporting. Comme je l'ai mentionné auparavant, il y a la loi Magnitsky, en vertu de laquelle des sanctions peuvent être imposées sur les propriétés d'un certain nombre de personnes. Selon les données disponibles, les États-Unis ont une liste secrète qui a été préparée en 2018 et présentée devant le Congrès lors d'une crise précédente. Cette liste contient des personnalités qui pourraient être sanctionnées, y compris leurs familles. De même, ces sanctions comprennent la privation de la capacité de voyager et de disposer de leurs investissements, tout comme il y a d'énormes sommes d'argent que les dirigeants russes ont placées sur des comptes bancaires étrangers qui peuvent être affectés par des sanctions. La capacité de la Russie à maintenir ses industries peut également être affectée par le contrôle des semi-conducteurs et des technologies de pointe qui ne sont disponibles qu'aux États-Unis ou qui sont fabriquées à partir de matériaux américains. On peut dire par exemple que si une entreprise dans un pays fabrique un produit en utilisant des composants américains, elle ne pourra pas exporter ce produit vers la Russie. Ceci est le scénario que nous espérons. Mais le problème est que la Russie a réussi à stocker d'énormes quantités de produits et à libérer son économie de dollars en n'achetant plus d'or et en utilisant l'euro pour construire une forteresse russe au cours des 15 dernières années afin de protéger la Russie des sanctions. De ce fait, les décideurs ici sont confrontés à un énorme défi. Autrement dit, on constate que la Russie a planifié depuis longtemps ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, sans aucun doute. Nous allons reprendre cette discussion après une courte pause. Veuillez rester avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Avant la pause, notre invité, Norman Rowell, présentait son analyse de la crise entre la Russie et l'Ukraine et son impact pour le reste du monde. Norman, comment ces tensions entre la Russie et l'Ukraine risquent-elles d'affecter la chaîne d'approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale? Comment une plus grande pénurie de ressources énergétiques va-t-elle se répercuter sur les consommateurs? Et existe-t-il des solutions alternatives à court et à long terme pour faire face à cette menace de pénurie? It's a complicated but critical question. So let me take this into two pieces, oil and gas. For Russia, these are significant parts of its economy. C'est une question complexe et très importante. Permettez-moi de répondre en divisant la réponse en deux axes, pétrole et gaz. Quant à la Russie, cela constitue un aspect important de son économie, car elle a pu percevoir d'énormes revenus du pétrole. On peut dire qu'elle a déjà profité de cette crise, car le budget russe dépend du prix moyen du baril de pétrole de $44, et son prix approche maintenant $92 à $94. Poutine a pu obtenir une énorme quantité de revenus d'exportation de pétrole en raison des prix élevés du pétrole à la suite de la crise ukrainienne. Il est difficile de compenser les exportations de pétrole pour plusieurs raisons. Au cours des dernières années, la communauté internationale a poussé à réduire les investissements dans l'exploration pétrolière et à remplacer les anciens par de nouveaux champs pétrolifères. En outre,
Un certain nombre des pays membres de l'OPEP sont devenus incapables de respecter les quotas de production qui leur étaient assignés. Aussi, autres membres de l'OPEP seront contraints dans les années à venir de ne pas atteindre leur capacité de production. D'ici la fin de cette année, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seront les deux seuls pays capables de produire plus de pétrole que leur quota cette année. Il est donc difficile d'arrêter d'exporter du pétrole russe. Quant au gaz, c'est une autre histoire. La production de gaz américaine se situe dans la fourchette où elle devrait être basée sur une moyenne de 5 ans. De plus, une grande partie des exportations américaines de gaz est destinée à l'Europe. En janvier 2021, 20% du gaz naturel liquéfié a été exporté vers l'Europe et en janvier de cette année, le pourcentage atteint 70%. Cela vous donne une idée du changement, mais il y a des complications car l'infrastructure industrielle en Europe ne peut pas percevoir de GNL américain car la France et l'Allemagne ont proposé il y a plusieurs années de s'associer au plan de l'administration Trump qui dispose que l'Europe se tourne vers les États-Unis pour obtenir du gaz naturel liquéfié en cas de crise avec la Russie. Mais les deux pays ont déclaré à l'époque qu'ils étaient contre l'injection en sous-sol de liquide à haute pression pour extraire du pétrole et du gaz. Les deux pays n'ont pas commencé à construire les installations nécessaires pour recevoir du gaz liquéfié des États-Unis. Il existe des installations très limitées en Europe qui peuvent recevoir des méthaniers et les préparer pour le transport. Parce que le gaz américain exporté est liquéfié et doit être restitué à l'état gazeux en Europe, c'est bien cela. Ils ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour cela? Ce sont des installations coûteuses et dont la construction prend du temps. Alors, quelles sont les alternatives à court terme en mesure de satisfaire 30% des besoins de l'Europe en pétrole et 40% en gaz? Et quelles sont les répercussions économiques s'il n'y a pas de solution à court terme? Premièrement, je pense que tous les politiciens aux États-Unis et en Europe prient pour un temps chaud. D'ailleurs, il y a déjà eu un hiver moyennement chaud en Europe, ce qui a réduit les besoins en gaz. Deuxièmement, il y a aujourd'hui une intense activité diplomatique avec les principaux fournisseurs de gaz de l'Europe tels que l'Azerbaïdjan et le Qatar, ainsi que les États-Unis pour combler le déficit d'approvisionnement. Mais malheureusement, l'Europe n'a pas renforcé ses stocks de gaz l'année dernière, ce qui l'a rendu plus vulnérable que jamais. Cependant, à court terme, il n'y a pas grand-chose à faire car les approvisionnements en gaz, comme les approvisionnements en pétrole, sont très limités. Cette situation est inquiétante. Je voudrais maintenant parler de l'Algérie, parce qu'elle est considérée comme un acteur du marché mondial du gaz. L'Europe reçoit 10% de ses besoins en gaz de l'Algérie. L'Italie en est dépendante à hauteur de 15% et l'Espagne de 50%. Alors tout d'abord, dans quelle mesure l'Algérie profite-t-elle de la dégradation de la situation entre la Russie et l'Ukraine, qui va sûrement faire monter les prix du gaz, ce qui profitera in fine à l'Algérie? Et ensuite, quelles sont les conséquences pour le Maroc? Écoutez, l'Algérie profitera certainement financièrement de cette crise et espère porter sa production de pétrole en mars à 990 000 barils par jour. Ainsi, l'Algérie va récolter d'énormes profits et en même temps, il y a du ressentiment en Europe parce que l'Algérie a cessé de pomper du gaz vers l'Espagne comme c'était le cas depuis de nombreuses années à travers le Maroc et pouvait, selon les saisons, transporter jusqu'à 50% de sa production de gaz. L'Algérie a permis de compenser cela par un gazoduc à travers la Méditerranée vers l'Espagne et ailleurs en Europe. Mais c'est une ligne qui est actuellement en danger. En fait, la Russie entretient de bonnes relations avec l'Algérie. De même, la Russie ne voudra pas que l'Algérie détourne sa clientèle en Europe et je ne suis pas sûr que Moscou veuille accepter les accords temporaires d'Alger. L'Algérie ne peut pas voler les partenaires de la Russie et entretenir en même temps des relations politiques importantes avec la Fédération russe.
C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que l'Algérie voit dans cette crise une opportunité, mais elle est aussi confrontée au risque de déplaire à son partenaire russe. Il y a un autre point qui a retenu mon attention lorsque vous avez évoqué l'idée des liens d'amitié. Je m'en suis souvenu pour plusieurs raisons. Premièrement, les États-Unis sous l'administration Trump ont essayé de trouver des alternatives au gaz russe pour l'Europe, mais les Européens ont refusé sous prétexte qu'ils ne voulaient pas contribuer au réchauffement climatique. Surtout la France et l'Allemagne. Oui, ce sont les deux principaux acteurs. Mais il semble qu'ils ont fini par se ranger à l'avis des Américains, qui leur ont soufflé à l'oreille de chercher aujourd'hui d'autres alternatives au gaz russe. Et il pourrait en l'occurrence s'agir du gaz et du pétrole africain. Le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest ont d'énormes quantités de gaz et de pétrole. Des gazoducs peuvent être mis en place pour acheminer ces ressources énergétiques de l'Afrique vers l'Europe afin de résoudre ce problème d'approvisionnement. Je voudrais discuter de cette idée plus en détail sur la faisabilité de ce projet à court et à long terme par rapport à cette idée d'amener du gaz et du pétrole africain en Europe. Avant de vous laisser répondre, je vais clarifier un point important. J'ai entendu que des responsables de l'administration Biden ont informé les entreprises américaines que le gouvernement ne soutiendrait pas les projets de secteur des hydrocarbures en Afrique, y compris la construction de gazoducs, affirmant que ces projets ont un impact négatif sur le changement climatique. Donc il semble que la nécessité stratégique à court terme de trouver des alternatives pour que l'Europe se procure du pétrole ou du gaz est en contradiction avec la stratégie à long terme liée à la préservation de l'environnement. Qu'en pensez-vous? My first thought is your last statement shows why you were such a senior foreign policy official and your counsel has been sought by so many. Tout d'abord, je dois mentionner que votre dernière phrase me montre clairement comment vous étiez un haut fonctionnaire du département d'État américain et ils ont maintenant vraiment besoin de vos conseils. C'est exactement ce qu'ont dit bon nombre de nos alliés et partenaires énergétiques les plus importants. Comment les États-Unis peuvent-ils faire pression sur l'OPEP pour qu'elle produise davantage à un moment où elle n'investit pas suffisamment dans les infrastructures et s'oppose en même temps aux dépenses dans ces infrastructures? La réponse est que nous sommes au milieu d'une situation politique dans laquelle l'énergie propre est devenue une question populaire. Mais la réalité est qu'un plan de transition doit être élaboré qui impliquera éventuellement d'augmenter la production de gaz aux États-Unis et de travailler à construire des gazoducs qui n'endommagent pas l'infrastructure partout dans le monde. L'Afrique est une source importante de gaz naturel. Si l'Afrique veut évoluer vers un environnement plus respectueux du climat, elle doit augmenter sa consommation de gaz. En fait, l'important gazoduc qui comprend le Maroc est celui qui commence au Nigeria. Il s'agit d'une idée qui a été avancée depuis 2016 et l'une des idées initiales était que le gazoduc irait au nord vers le Niger, puis vers l'Algérie, puis à l'est de la frontière marocaine vers l'Europe. Cela aurait coûté relativement moins cher, mais il traverserait des zones de conflit. Il y avait des inquiétudes que l'Algérie essaie d'étendre son influence sur ce gazoduc, comme on l'a vu dans ce qu'elle a fait avec le Maroc. Il y avait une autre idée d'un gazoduc actuellement en construction partant du Nigeria en passant par la côte ouest de l'Afrique et s'étendant sur une distance de 5660 km. C'est un projet coûteux, mais il bénéficiera à 13 pays et couvrira leurs besoins en gaz. Lorsqu'il passera par le Maroc, il couvrira la plupart de leurs besoins énergétiques et offrira ensuite la possibilité de se connecter à un gazoduc en direction du nord vers l'Europe. Donc, si vous avez une orientation d'investissement appropriée et une ligne du Nigeria au Maroc, là, il s'agit d'une voie logique à travers laquelle vous pouvez aider l'économie, améliorer les efforts pour répondre aux exigences des changements climatiques, réduire l'influence des puissances maléfiques telles que la Russie et aider les partenaires dans d'autres zones géographiques telles que l'Europe. Bien, ça semble parfait, mais combien de temps cela prendra-t-il?
although the initial, I have heard some projections as Même si j'ai entendu certaines prédictions selon lesquelles cela prendrait 15 ans, mais le plan initial parlait d'un projet qui prendrait 25 ans. Cela dépendra du financement et des approbations. Il s'agit donc d'un projet complexe. Bien, chers téléspectateurs, nous arrivons malheureusement au terme de cette discussion. En fait, il n'y a pas de réponse simple à des questions aussi complexes. Mais ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que les États-Unis et l'Europe ne sont pas disposés à faire le sacrifice nécessaire pour se protéger du comportement agressif et de l'insistance de la Russie. Je tiens à remercier notre invité Norman Rule. Je remercie également notre chroniqueur George Landrith. Merci à vous tous qui nous suivez. Et rendez-vous la semaine prochaine.